Les matins de France Culture. Guillaume Erner. Catherine Dutu en parlait il y a quelques instants dans sa revue de presse internationale. Israël a annoncé l'ouverture d'une enquête sur de possibles crimes sexuels commis le 7 octobre par le Hamas, mis en avant dans l'actualité avec la guerre en Ukraine. Le viol comme arme de guerre est désormais une notion, hélas, connue de tous. Mais comment l'invasion russe en Ukraine peut-elle servir de modèle pour comprendre les mécanismes du viol de guerre? Nous sommes en duplex avec l'écrivaine finlandaise Sophie Oksanen. Bonjour Sophie. Good morning. Vous publiez un ouvrage terrible, 2 fois dans le même fleuve, La guerre de Poutine contre les femmes, aux éditions Stock. Vous êtes donc une écrivaine finlandaise, aujourd'hui incontournable dans la littérature finlandaise. Vous êtes très impliquée dans le débat public en Finlande et dans ce livre, vous vous livrez à une véritable enquête où vous démontez avec méticulosité dans quelle mesure les violences sexuelles sont au cœur de la guerre en Ukraine. Ici même dans ce studio, Céline Bardet, bonjour. Vous êtes juriste et enquêtrice criminelle internationale, fondatrice et directrice de l'ONG We Are Not Weapons of War, ce qui peut se traduire par nous ne sommes pas des armes de guerre. Merci Céline Bardet. La question donc des crimes sexuels dans la guerre, peut-être une définition et puis nous expliquer, Céline Bardet, comment vous avez été conduite à forger cette notion et à vous y intéresser. Alors, les violences sexuelles dans les conflits, en fait, ça renvoie à tout acte de violence sexuelle qui va être utilisé soit dans des méthodes de combat, soit dans le cadre d'exactions dans des conflits. Donc, c'est une définition qui peut être exactement celle du droit commun. Hein. C'est une violence sexuelle non consentie sous différentes formes. C'est le viol, l'esclavage sexuel, les grossesses forcées qui découlent de ça, les stérilisations forcées, etc. Donc, les violences sexuelles, elles ont certainement toujours existé, mais elles sont beaucoup mieux documentées depuis un certain nombre d'années et sont devenues effectivement un enjeu essentiel et important dans les conflits et au sein de la justice pénale internationale, puisque aujourd'hui on en parle beaucoup plus qu'avant. Peut-être que l'une des dates importantes dans l'histoire contemporaine du viol comme arme de guerre, c'est ce qui s'est déroulé en Libye. Alors, pour moi, il y a peut-être 2 dates. En fait, il y a ce que j'appelle un peu la bascule des années 90 avec les conflits dans les Balkans et au Rwanda, où dans les 2 cas, en Bosnie-Herzégovine, le viol a été utilisé comme un outil de nettoyage ethnique et au Rwanda, il a été utilisé comme un outil génocidaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on violait les femmes et qu'on les tuait pour la plupart ensuite. La Libye, c'est un exemple aussi, et moi j'ai beaucoup travaillé en Libye, où le viol d'une part a été utilisé par Kadhafi, dans sa manière de gouverner, hein, parce qu'il violait à peu près tout le monde et il avait ce harem de femmes, il violait des hommes aussi, mais ça a été un enjeu aussi pendant le conflit où le viol a été utilisé notamment à l'encontre des hommes. C'est la question que je me suis posée en préparant cette émission, Céline Bardet. J'ai l'impression qu'il y a une sorte de dimension anthropologique, comme si le viol entrait finalement dans les habitudes de ces criminels de guerre. On le voit avec ce que vous évoquez avec Kadhafi en Libye, on le voit aujourd'hui avec l'Ukraine. Alors on le voit aujourd'hui avec l'Ukraine, en réalité on le voit dans énormément de pays. Au moment où on se parle, là, on viole au Yémen, en République démocratique du Congo, au Soudan, et là je pourrais faire une liste... C'est pas limitatif. Hein, très longue, bien sûr. Mais pardon, du coup j'ai perdu votre question, non, excusez-moi. Le fait que ça ait aujourd'hui une dimension anthropologique, c'est-à-dire que parmi les différentes exactions, crimes que l'on utilise, que les armées utilisent, pour terroriser les populations civiles, il y a désormais le viol. Alors, il y a désormais le viol. Après, je pense que sur la question du désormais, c'est une question à se poser parce que je crois qu'il a toujours plus ou moins existé. La question, c'est dans quelle ampleur, avec quel modus operandi. Est-ce qu'aujourd'hui, il est plus structuré? Est-ce qu'on en fait un réel outil? C'est une question. Il y a toute une époque où nous n'avons pas documenté ces violences sexuelles. Donc, nous ne savons pas. Mais nous savons néanmoins
pendant la Seconde Guerre mondiale. Il y a des viols qui ont été commis. Justement, je me suis posé la question pour la Seconde Guerre mondiale. Alors, c'est le cas pour les armées russes, pour les armées américaines. Pour le reste, qu'est-ce qui est documenté, Céline Bardet? C'est très difficile. On a documenté sur les exactions commises par les armées russes. On sait que les Américains ont commis des viols aussi. On sait, même si c'est pas totalement documenté, mais on le dit, que les forces françaises aussi ont pu commettre des viols. Par exemple, il y a eu beaucoup de violences sexuelles et de viols commis à l'encontre notamment de femmes allemandes ou de femmes qu'on a considérées comme collabos. Ensuite, donc à la fin de la guerre, il y a eu toute cette période quand même un peu que moi je qualifierais d'absolument atroce de règlement de compte. Donc vous voyez, ça montre aussi à quel point la violence sexuelle, elle devient une arme de règlement de compte, une arme de punition, une arme d'humiliation et une arme de prise de pouvoir sur l'autre. Sophie Oksanen, vous êtes donc écrivaine finlandaise. Comment avez-vous été conduite à vous intéresser aux exactions perpétrées par l'armée russe en Ukraine? Je suis à moitié estonienne. Du côté de ma mère, je suis estonienne. Donc, je connais très bien l'Union soviétique et tout ce qui s'est passé en Russie. En raison de l'occupation par les soviétiques des États baltes, ce qui fait vraiment partie de l'histoire de ma famille, j'ai été amenée à m'intéresser à l'histoire de l'occupation par l'Union soviétique et à la Russie en général. J'ai beaucoup écrit sur ces thèmes. Je me suis penchée sur les différentes méthodes d'occupation au fil des décennies. Donc, oui, malheureusement, je suis assez versée dans le sujet. Ce à quoi l'on assiste en Ukraine aujourd'hui, eh bien, c'est la sinistre répétition de la guerre telle que l'ont toujours menée les Russes. C'est-à-dire qu'il y a toujours un élément de violence sexuelle. C'est comme une tradition. Et pourquoi les Russes continuent-ils d'utiliser cette arme? Eh bien, c'est parce qu'on ne leur a jamais demandé des comptes. On n'a jamais essayé de rendre justice aux victimes. Et alors, ce que vous documentez de manière terrible, Sophie Oksanen, dans votre livre Deux fois dans le même fleuve, publié aux éditions Stock, c'est la manière dont aujourd'hui les crimes sexuels, donc à la fois pour être hélas précis contre les hommes et les femmes, font partie intégrante de la manière dont les Russes conduisent la guerre, n'est-ce pas ? Exactement. Encore une fois, c'est une tradition de violence, notamment de violence sexuelle. Donc pourquoi recourir à la violence sexuelle? Parce que c'est un moyen excellent et peu coûteux de séparer, de détruire les familles, c'est-à-dire détruire l'avenir d'une nation. Et bien sûr, c'est aussi pour étouffer la résistance, pour la décourager et mettre la pression sur les soldats. Beaucoup de ces crimes sexuels sont des menaces. Vous savez, les soldats russes envoient par SMS des textos aux soldats en les menaçant de violer leurs sœurs, leurs petites amies. Et c'est aussi un moyen de torture, la violence sexuelle. Et c'est en train de se dérouler dans les territoires occupés d'Ukraine. Oui, il y a des propos tout à fait hallucinants, qui laissent sans voix dans votre livre, Sophie Oksanen, notamment ceux où vous décrivez, par exemple, des soldats russes qui demandent à leur famille la possibilité de violer. So when people are thinking if this is only Putin's war or ordinary people involved, then I have to say that support. Oui, je dois dire que les soldats russes reçoivent énormément de soutien de leur famille restée en Russie et ça compte beaucoup. On a constaté que les Russes vont appeler des gens de leur famille et leur racontent ce qu'ils font. Et ils sont adoubés, ils sont encouragés à commettre des crimes sexuels et à piller les foyers ukrainiens.
Céline Bardet, vous qui êtes juriste et qui menez un combat contre ces crimes sexuels, qu'est-ce que ça vous inspire? D'abord, j'encourage tout le monde à lire son livre parce que moi je l'ai lu. Il est assez époustouflant aussi dans la manière dont elle raconte, dont vous racontez tout cela. Mais ce que je trouve extrêmement intéressant, c'est cette question de dire d'abord on sait qu'il y a encore une impunité énorme. Donc la question primordiale, c'est les violences sexuelles, il faut qu'elles soient punies. Et deuxièmement, bien sûr que c'est un problème sociétal, la question d'encourager, de participer et de continuer à être dans une société patriarcale, comme on vient de l'écouter juste avant avec cette histoire en Italie de féminicide. C'est là-dessus aussi qu'il faut travailler. Nous, les juristes, on peut documenter, on peut poursuivre en justice, on peut faire tout ça, mais ça n'est pas suffisant. Patriarcal, mais ce sont aussi des crimes, comme vous l'avez dit en introduction, des crimes sexuels dirigés contre les hommes. Oui, tout à fait. Mais justement, en fait, au-delà... C'est une manière, pardonnez-moi, je vous coupe, une manière d'humilier les hommes aussi en utilisant donc cet arsenal-là. Oui, parce que en fait, c'est une manière d'humilier les hommes. D'ailleurs, ce qui a été aussi très bien dit par Sophie, c'est la menace. Par exemple, en Syrie, à un moment, pendant la guerre en Syrie, les gens se déplaçaient parce qu'elles avaient peur d'être violées. Donc, à un moment, on n'a plus besoin de violer, on menace. Donc oui, patriarcat et société de violence. Et donc, quand on viole des hommes, on veut aussi les féminiser et les réduire à néant. Céline Bardet, juriste, enquêtrice criminelle internationale, fondatrice et directrice de l'ONG We Are Not Weapons of War, nous ne sommes pas des armes de guerre. Sophie Oksanen, écrivaine finlandaise, 2 fois dans le même fleuve, La guerre de Poutine contre les femmes, c'est aux éditions Stock, traduite ici même dans ce studio par Ève Der. 6h30, 9h, les matins de France Culture. Guillaume Erner. Retour avec nos invités, avec les crimes sexuels dans la guerre, ces crimes sexuels qui notamment ont été très nombreux, et d'ailleurs j'utilise l'imparfait, mais il faut évidemment parler au présent, dans la guerre en Ukraine, du fait donc des armées russes. Nous sommes en compagnie de Céline Bardet, juriste, enquêtrice criminelle internationale, fondatrice et directrice de l'ONG We Are Not Weapons of War, et Sophie Oksanen, écrivaine. On vous doit 2 fois dans le même fleuve, La guerre de Poutine contre les femmes aux éditions Stock. Sophie Oksanen, j'ai dit que les crimes sexuels en Ukraine étaient le fait de l'armée russe. L'armée ukrainienne agit-elle différemment ? Autant qu'on le sache, et d'après les rapports des journalistes de Human Rights Watch et de journalistes indépendants, eh bien, il semblerait que les soldats ukrainiens ne se comportent pas, en effet, comme les soldats russes. C'est bien sûr délibéré, ils refusent d'être comme les soldats russes. L'Ukraine aspire à rejoindre l'Union européenne. Elle tient à respecter certaines valeurs prônées notamment en Occident actuellement. Et donc tous les commandants, les officiers, les autorités militaires ont tout intérêt à contrôler le comportement de leurs soldats. Et s'ils se comportent mal, la punition tombe. Et je pense que c'est comme ça qu'on peut prévenir les crimes sexuels en temps de guerre, par le commandement. Mais il y a une impunité en revanche totale dans l'armée russe. Les officiers eux-mêmes humilient leurs propres soldats et des violences sexuelles sont commises à l'intérieur de l'armée russe elle-même. C'est un tout autre état d'esprit. Personne n'est puni. Impunité totale. Mais alors, est-ce que c'est de l'impunité, je vais le dire entre guillemets, de l'impunité seulement, ou est-ce que ce sont des ordres? Straight orders. C'est un mélange des deux.
En un sens, les Russes, ou du moins la Fédération de Russie et les habitants qui y vivent, ne se considèrent pas responsables des crimes de guerre. Et la responsabilité, c'est un peu différent de l'issue d'un procès avec quelqu'un déclaré coupable. Mais les habitants ne se sentent pas du tout responsables des crimes commis par leur armée. Ça n'existe même pas, cette notion. Ni parmi les habitants, ni parmi les autorités. Et il n'y a pas de boussole morale dans le pays pour encourager les habitants à se sentir responsables. Tous les mythes sur lesquels repose le régime de Poutine eh bien, soutiennent cette image d'Épinal des Russes, innocents d'absolument tout. Et voilà pourquoi, dans la propagande russe, on justifie l'invasion de l'Ukraine, quel que soit le côté irrationnel des raisons invoquées de cette propagande. Mais c'est une manière, là encore, de justifier la guerre, justifier l'invasion et par conséquent les crimes commis par l'armée russe. Et voilà pourquoi ils tiennent tant à inventer ce narratif, ce récit. On défend les droits de l'homme en allant en Ukraine. C'est la propagande qu'ils servent à leur propre peuple. Oui, vous employez le mot d'irrationnel, Sophie Oksanen, et en un sens, effectivement, ces crimes sexuels sont particulièrement irrationnels parce qu'on se dit que les Ukrainiens voudront d'autant moins négocier une paix que cette paix devrait être négociée avec des soldats qui se sont comportés de la sorte. Exactly. And also it is impossible to talk about peace when Russian Et puis c'est impossible de parler de paix quand le régime russe utilise des discours de haine dans sa propagande officielle par toutes sortes de canaux et tout ça dirigé contre, cette haine dirigée contre les Ukrainiens. Ça se produit tout le temps, à tous les niveaux. Ils déshumanisent le peuple ukrainien. Donc, comment entrer en dialogue avec un tel pays ? Et en même temps, le fait que des civils soient torturés, les prisonniers de guerre, etc., tout ce qui se passe dans les territoires occupés, difficile d'envisager la paix. Céline Bardet, c'est une question qu'on se pose effectivement en lisant les différentes investigations que vous avez pu mener dans votre ONG We Are Not Weapons of War. Les crimes sexuels dans la guerre retardent tout règlement de conflit, rendent impossible tout règlement de conflit, en l'occurrence en Ukraine. Pourquoi sont-ils utilisés selon vous ? Alors là, ça fait plusieurs questions. Pourquoi les violences sexuelles sont utilisées ? Moi, je réponds souvent parce que c'est l'arme qui ne coûte pas cher et je dis c'est une arme à déflagration multiple. C'est-à-dire qu'il faut rappeler que la violence sexuelle, elle a des conséquences. Souvent, quand on parle de viols de guerre, ce sont des viols en public, ce sont des viols devant les familles, ce sont des viols avec extrême violence. Donc voilà. Donc ça a un impact sur toute la société. Donc ça, c'est pour ça qu'on les utilise et c'est pour punir, humilier, prendre pouvoir. Quand on a la Fédération de Russie qui envahit l'Ukraine, elle prend pouvoir aussi à travers les viols que commettent ces soldats. Donc voilà. Ensuite, sur la question de la négociation de la paix et tout ce qui en découle à la fin d'un conflit, ça c'est encore un autre sujet. C'est très difficile quand on a eu des exactions aussi terribles
que celle des violences sexuelles, mais toutes les formes d'exaction. Moi, je répète tout le temps, les violences sexuelles ne sont pas un crime plus ou moins grave. Par contre, c'est un crime, un élément constitutif de crime international aussi important que les autres. Et c'est celui dont on parle le moins. Donc la problématique, elle est là. Mais sur les négociations, il faut arriver à documenter ce qui était dit à l'instant aussi, la question de la propagande, la question de la communication, la question du narratif. C'est pour ça que le juridique, à un moment, il est important, parce que la justice, elle dit ce qui est, ce qui s'est passé, et c'est sur cette base-là qu'on peut commencer à négocier une paix. Sophie Oksanen, votre livre « Deux fois dans le même fleuve », publié aux éditions Stock, il sert justement à documenter cela. Comment avez-vous mené cette enquête? Well, I have been writing about J'écris depuis longtemps sur le fait que les violences sexuelles sont transformées en armes. J'ai travaillé sur beaucoup de matériaux, les travaux d'ONG qui publie des rapports réguliers actualisés sur la situation. J'ai toujours suivi ça de près. Et pourquoi j'ai voulu écrire ce livre? C'est que je voulais rendre accessible. Je voulais faire comme une sorte de guide, enfin, pour permettre de comprendre les crimes de guerre et comment les documenter. Bien sûr, les cycles se succèdent très rapidement. Il est difficile de relier tous les points entre eux pour que le grand tableau se dessine. Pour bien comprendre la manière dont la Russie mène ses guerres. La Russie occupe toujours les pays de la même manière. Elle conquiert et elle s'étend toujours de la même manière. Et ce depuis très très longtemps. Et il faut reconnaître ce schéma, ce mode de fonctionner pour mieux le combattre. Et je crains que beaucoup de pays ont été assez naïfs, étant donné que ça fait un moment que la Russie a des visées expansionnistes. Par ailleurs, ils déshumanisent leurs ennemis, que ce soit en Ukraine, dans les Balkans, mais ça fait longtemps que tout cela couve depuis l'arrivée au pouvoir de Poutine. Donc c'était déjà en germe il y a 20 ans, cet expansionnisme. On entendait les mêmes expressions déjà sur les États baltes, par exemple. Selon le Kremlin, les États baltes ne sont pas du tout une nation, ils n'existent pas. Et il y a tout le discours sur les fascistes et le nazisme, exactement comme pour l'Ukraine. Oui. Céline Bardet, une réaction? Non, c'est intéressant, je réagissais parce que la question de la déshumanisation, elle est essentielle et en fait, elle est dans tous les conflits, elle est ce qui permet un nettoyage ethnique. Parce que la question qu'on doit se poser derrière tout ça aussi, c'est qu'est-ce qui fait qu'en tant qu'être humain, parce que c'est quand même nous, tout ça, ce sont pas des monstres comme ça construits, ce sont des gens qui d'un seul coup basculent dans une violence de masse. Donc qu'est-ce qui fait que les gens basculent dans une violence comme ça? Et c'est parce que on met en place un système où on va déshumaniser l'autre. Ça a été le cas pour les Tutsis au Rwanda, ça a été le cas en Bosnie à l'encontre des musulmans, et c'est ça qui permet aussi cette violence. Donc je réagissais à ça parce que la Russie fait exactement la même chose, mais comme de nombreux pays le font. Alors justement, Céline Bardet, parce que la question fondamentale, c'est de savoir si ce sont des ordres, si ce sont des pratiques, si finalement on a affaire à ce type de crime dans certains conflits et pas dans d'autres. Vous qui dirigez une ONG pour lutter contre ces crimes, qu'est-ce que l'on sait aujourd'hui à ce sujet?
Alors moi, d'une part, je dirige cette ONG, mais aussi, il faut savoir que je suis énormément sur le terrain. Je travaille dans un nombre de pays incalculable. Et ce qu'on sait, c'est que dans l'ensemble des conflits aujourd'hui, les violences sexuelles sont utilisées. Maintenant, la question, c'est de savoir à quel niveau. Parce qu'effectivement, il y a ce que moi j'appelle les violences sexuelles dans la guerre. Et il y a ce qu'on peut appeler le viol comme arme de guerre qui pourrait être identifié par une pratique systématisée avec des ordres possibles. Ça a été le cas en Libye, mais aussi souvent, parce qu'en réalité, des ordres, on n'en a pas tant que ça, on a ce qui était très bien évoqué tout à l'heure, c'est un encouragement, un silence, le fait de ne rien dire, le fait de ne pas avoir de réaction disciplinaire au sein d'une armée, ou le fait d'occulter aussi ces violences sexuelles, pardonnez-moi, je vous coupe, c'est les encourager. Particulièrement le cas en Russie, puisque le bataillon qui s'est livré à des exactions à Boutchi en Ukraine a été félicité. Distingué par Vladimir Poutine. Voilà. Donc là, on est dans une mécanique en fait de glorifier la violence qui est commise par ses propres unités, d'en faire des héros. Donc évidemment que quand on est là-dedans, on est dans quelque chose de complètement à l'inverse des minimums standards du droit et des standards humains, tout simplement. Sophie Oksanen, vous êtes une écrivaine finlandaise et justement la Finlande n'est pas dans une situation neutre par rapport à la Russie. Le fait que vous ayez décidé d'écrire ce livre, sa réception en Finlande, la Finlande qui n'est évidemment pas en guerre avec la Russie mais dans une situation de tension très forte. Oui, en ce moment, il y a une opération hybride qui est en cours à la frontière, à savoir que les autorités russes nous envoient des migrants, des réfugiés. Ils les massent à la frontière finlandaise. C'est ce qu'on appelle une opération hybride. Ça s'était déjà déroulé en 2015 à la frontière norvégienne cette fois et en Biélorussie également. Loukachenko a beaucoup recouru à cette méthode de pression. Et donc la Finlande a fermé les lieux de passage. Et nous allons voir comment ça évolue. Mais en tout cas, les points de passage sont fermés en effet à la frontière. Pourquoi la Russie agit-elle ainsi? Je crois qu'ils veulent créer des failles, des perturbations. Ils veulent caresser les populistes. Ils veulent créer de la dissension en Finlande. Ils veulent antagoniser les gens d'origine russe qui vivent en Finlande, exacerber la polarisation. C'est toujours la technique de Poutine. Et donc, ils utilisent les mouvements des déplacés, des migrants. C'est un vieil outil qu'on a toujours utilisé, en fait. L'Union soviétique faisait procéder à beaucoup de déportations. C'était un outil pour l'Union soviétique pour la russification des régions éloignées du Kremlin. Donc, ils ont une longue tradition de déplacement forcé des populations. C'est dans leur boîte à outils. Ils déportent également des Ukrainiens et des enfants ukrainiens, notamment, vers la Russie. Justement, j'aimerais faire réagir Céline Bardet là-dessus sur les déportations d'enfants. Est-ce que cela a été documenté? Oui, alors oui, c'est documenté. Et puis, il ne faut pas oublier que l'acte d'accusation qui a été émis par la Cour pénale internationale à l'initiative de Karim Khan, le procureur actuel, à l'encontre de Vladimir Poutine et Maria Belova, c'est sur la déportation d'enfants. Maintenant, il y a une documentation qui est en cours, il y a des enquêtes qui sont en cours. Il faut pas oublier non plus que l'Ukraine, c'est compliqué parce que d'une certaine manière, on a beaucoup de gens en Ukraine, on a beaucoup de gens qui travaillent à la documentation. D'ailleurs, Sophie en parle beaucoup dans son livre, mais on a aussi un conflit qui est toujours en cours avec des zones qui sont occupées.
Donc c'est compliqué et la documentation et le travail de la justice, il prend plus de temps. Mais oui, bien sûr, et il faut rappeler que la déportation d'enfants et le déplacement des populations forcées sont contraires au droit international humanitaire et constituent des crimes. Céline Bardet, je l'ai dit en introduction, il y a une action en cours pour requalifier les événements du 7 octobre en Israël, autrement dit les crimes et les exactions perpétrés par le Hamas en féminicide. Qu'en pense la juriste que vous êtes? Alors, il y a une pétition, je crois. Après, je pense que aujourd'hui, les éléments ne sont pas nécessairement suffisants pour qu'on parle de féminicide de masse. En fait, la question, elle est de savoir pour qu'on considère qu'il y a un féminicide. En fait, il faudrait qu'on arrive à prouver qu'il y a eu une intention particulière de viser les femmes parce qu'elles étaient femmes. En ce qui me concerne, je ne sais pas. Ce que je sais, c'est que le 7 octobre, il y a eu une barbarie planifiée, systématisée, organisée, avec des exactions, certainement des crimes sexuels. Et ça aussi, on est sur l'enquête, on travaille là-dessus, sur le fait qu'il y ait eu des viols et des exactions spécifiques commises à l'encontre des femmes. Maintenant, est-ce que tout ça peut constituer un féminicide? Il faut rappeler aussi que le féminicide, pour le moment, ce n'est pas une définition en droit international, ce n'est même pas pour l'instant une définition en droit pénal en France. Qu'est-ce que vous en pensez, Sophie Oksanen, de ce qui s'est déroulé le 7 octobre dernier? Well, I don't know enough in a way that I'm sure that Céline is a better legal Céline expert on est what's mieux going placée to que moi et davantage happen. experte sur la question. Et pour But, qualifier ces we faits, should be able to find ways to mais je protect pense que civilians and on doit en tout état how de to cause get the perpetrators arriver in à front of the justice and maybe also traîner talk about justice les more, auteurs de ces because exactions en the justice. reason also why I wanted to write this book is Et that ce court qui m'a cases poussé are à so écrire ce expensive. livre, c'est que, vous They savez, are les procès, expensive and ça coûte quite très cher. often, and I do worry that, for example, Et ce sexual qui m'inquiète, crimes c'est will que be certains marginalized, crimes that sexuels vont they won't be être considered marginalisés et ne important seront crimes pas enough jugés comme to, ils le devraient. Ils ne vont pas to être go to jugés court comme as étant des separate crimes assez crimes. importants And pour faire if l'objet de we don't poursuites do that, then, particulières. the future Or, for si on ne women les and juge children pas, is ces a bit crimes, unfortunate. eh bien, l'avenir des femmes et des enfants n'en sera qu'assombri. Céline Bardet, aujourd'hui, donc, il y a un certain nombre d'actions qui sont menées pour les faire reconnaître ces crimes de guerre. Est-ce que cela fait partie des combats qui avancent malgré tout, même si on voit ces exactions se perpétuer? Oui, oui, bien sûr. On avance. D'abord aujourd'hui, on parle beaucoup plus des violences sexuelles dans les conflits, des violences sexuelles en général. Donc c'est une avancée. La justice aussi, elle avance là-dessus, même si elle avance certainement pas assez rapidement. Mais ce que je trouve intéressant, et c'est encore une fois la raison pour laquelle j'encourage tout le monde à lire le livre de Sophie, parce que la justice, en fait, c'est quoi? C'est la poursuite au pénal, mais c'est aussi de parler de ces crimes, c'est aussi de donner la parole à ces survivantes et ces survivants, si ils et elles veulent l'apprendre. C'est documenter ça et c'est mémoriser, j'allais dire, tout ça. Il faut qu'on sache ce qui se passe, il faut qu'on en parle pour qu'en tant que société, on comprenne l'origine de ces violences et qu'on essaie de mieux les prévenir. C'est ça aussi. Tout ça, ce sont des éléments qui font partie de la justice. La justice, ça n'est pas que un tribunal pénal qui poursuit quelqu'un, c'est énormément d'autres choses. Sophie Oksanen, comment êtes-vous sortie de cette enquête? Parce que moi, je ne suis pas sortie indemne de la lecture de votre livre. I definitely agree with Céline that we should broaden our Je suis thinking of complètement d'accord avec justice. Céline. Il faut élargir la vision qu'on a de la justice. Giving a voice and let's say,
C'est bien d'en parler à la radio, d'en parler partout. Il faudrait peut-être organiser des journées de commémoration ou ériger un monument, même si certaines personnes trouveraient bizarre d'avoir un monument de commémoration pour les victimes des violences sexuelles. Mais sur un plan personnel, Sophie Oksanen. As an author, En tant I qu'écrivain, find it's more difficult not to write. je trouve plus difficile de ne pas écrire, même si c'est douloureux. La seule chose que je puisse faire, c'est le seul talent que je possède, c'est d'écrire. Et donc, si quelque chose me met en colère, me dérange, devrait changer, eh bien, la douleur que je ressens, c'est ça mon arme. Merci. Merci beaucoup, Sophie Oksanen. 2 fois dans le même fleuve, la guerre de Poutine contre les femmes. C'est votre livre publié aux éditions Stock. Vous étiez traduite ici même par Ève Der, que je remercie. Merci Céline Bardet. Votre ONG We Are Not Weapons of War. Nous ne sommes pas des armes de guerre.